proposé par Hype FM. Carte sur table, Hype FM-ի շաբաթօրյա հայտագիրը։ Bonjour et bienvenue à cette émission Carte sur table sur Hype FM. Cet été, vous irez peut-être en Arménie en tant que touriste. Vous visiterez de très beaux monuments, vous goûterez à l'hospitalité légendaire des Arméniens et vous pourrez profiter des 1000 richesses que peut proposer l'Arménie. D'autres ont fait le choix de concilier visite touristique et aide à l'Arménie. C'est le cas de nos invités qui, depuis plusieurs années, consacrent leurs étés à organiser des voyages humanitaires en Arménie. Quelles sont leurs motivations ? Comment interviennent-ils auprès de la jeunesse arménienne ? Comment sont-ils accueillis par les locaux ? Autant de questions que nous poserons à Giray Kasparian pour l'organisation Terre et Culture, à Narek Setrag et Romain Abdalian pour l'association AYO, et à Ovik Megerdician pour la FRA Norserund. Nous devions également avoir Simon Landré de l'UGAB Jeune avec nous, mais un empêchement de dernière minute ne lui a pas permis d'être des nôtres ce matin. Cette émission Carte sur table est à écouter en direct sur les ondes de Hype FM et à voir sur notre page Facebook ou sur notre page YouTube. Ce programme sera disponible en podcast dès la fin de cette émission, ainsi qu'en rediffusion demain matin dimanche à 9h20. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, on va faire un premier tour de table pour déjà recadrer où vous intervenez, comment vous intervenez. Peut-être que, Narek, pour l'association AYO, peut-être d'abord nous repréciser c'est quoi AYO, quand est-ce que vous vous êtes créé, comment vous êtes constitué, quels sont les objectifs d'AYO. Donc bonjour à tous. Donc AYO, c'est une association qui a été créée en 1913. À l'époque, il y avait pas mal de massacres et de tremblements de terre en Arménie, donc c'est dans ce cadre-là que l'association a été créée. À l'époque, l'association s'appelait l'Union des Dames Arméniennes de Paris. Et donc, elle avait pour objectif d'aider les orphelins et étudiants suite aux différents événements de l'époque. Ça, c'était l'objet initial de AYO. Et en fait, en 2013, pour les 100 ans de l'association, on a souhaité changer d'identité, de redynamiser un peu la charte graphique, le logo, etc. Et donc, on s'est appelé AYO, donc AYO qui veut dire oui en arménien, ouais, vous le savez, et qui veut aussi dire Armenian Youth Organization. Voilà pour la double connotation de AYO. Et en fait, depuis 2007, on a souhaité modifier un peu les besoins de l'association et l'objet de l'association pour s'adapter un peu aux besoins d'aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, AYO a pour objectif d'améliorer les conditions d'éducation des enfants d'Arménie dans les villages reculés notamment. Et ça se résume en amenant une vingtaine de bénévoles de France dans un village un peu paumé en Arménie pour y rénover des chantiers type école, bibliothèque, gymnase et voilà toutes les infrastructures qui concernent les enfants. Alors, présentez-nous peut-être ce qui a déjà été fait. Depuis combien de temps vous allez en Arménie maintenant ? Donc depuis 2007, tous les étés, on y va en Arménie. On a fait globalement pas mal de toutes les régions de l'Arménie. Hein. On a fait un peu toutes les régions. On n'a pas de vraie région stratégique. Et du coup, on a amené depuis 2007 plus de 200 bénévoles sur place. Avec une majorité non arménienne, enfin c'est une majorité de bénévoles français qui n'ont aucun lien avec l'Arménie. Alors, on reviendra ensuite sur ce qui va se passer cet été, mais donc je voudrais donner maintenant la parole à Giray Kasparian. Giray Kasparian, vous représentez l'organisation Terre et Culture, tout à fait. Une vieille organisation là aussi. Depuis combien de temps Parlez-nous un peu de Terre et Culture. C'est une association loi 1901 qui a été créée il y a environ 45 ans, un peu plus de 45 ans même maintenant, à l'initiative d'un monsieur qui s'appelle Karam Kevonian que vous connaissez bien. Cette association a pour but de rénover le patrimoine dans l'Arménie. Mais quand je dis dans l'Arménie, pour nous, au départ, c'était l'Arménie historique puisqu'on a commencé par aller en Iran, puisque un des premiers gros chantiers que Terre et Culture a fait, c'était Saint-Adé en Iran. Ensuite, on est allé en Syrie, à Kessab. On est allé en Turquie, on a fait les fontaines de Havav. Et depuis 88, le tremblement de terre, on travaille beaucoup en Arménie. On a fait comme eux, on a fait toutes les régions d'Arménie, on a fait l'Artsakh, on a pas mal travaillé en Artsakh aussi. Et on avait d'ailleurs encore des projets là, qui sont bien sûr tombés à l'eau. Donc on est allé aussi bien dans le Lori que dans le Tavouche, que dans le... En gros, on doit être aux alentours d'une 30aine de chantiers, mais qui se cantonnent surtout à du patrimoine. Voilà.
Alors, c'est de la rénovation d'églises. C'est de la rénovation d'églises, D'églises, de de monuments, ponts. pas seulement, puisqu'on a des projets. Là, en ce moment, on est en train de rénover un pont à Chigaor. Voilà. Et puis, parallèlement à ça, on a des actions, d'autres actions dont on parlera peut-être tout à l'heure. Voilà. Ovik Murgadichan, vous représentez la FR Noorserund. La FR Noorserund, là aussi, une très vieille organisation. Peut-être vous pouvez nous en parler un petit peu avant de parler, puis de parler de ce projet Yergir, comment il est né. Donc la FRA Noorserund, fondée en 1945 par Shavash Misaken, c'était vraiment une période d'après-guerre, une association pour réunir la jeunesse arménienne après ces événements-là. Donc pour réunir vraiment la jeunesse arménienne en France. Et donc moi là aujourd'hui je vais parler de l'un de nos projets qui est le projet Yergir, parce que le Noorserund fait beaucoup d'autres projets. On est vraiment une association militante arménienne, défenseur de la cause arménienne, de l'Artsakh. Et aujourd'hui, je vais vous parler de notre projet humanitaire qui a lieu, que ce soit en Arménie et en Artsakh, mais bon, là, un peu plus compliqué. Donc, dans un premier temps, on faisait tout ce qui était rénovation, nous aussi, il y a une vingtaine d'années, et depuis, on a su réadapter notre projet. On s'est un peu inspiré de ce que nos camarades faisaient dans d'autres pays, les autres EYF faisaient, c'est-à-dire des camps d'été, des camps de vacances, des centres de loisirs. Et depuis une bonne dizaine d'années, on se rend dans différentes localités en Arménie ou en Artsakh. Et pendant 1 à 2 semaines, on organise des camps de vacances, on va dire, avec la jeunesse sur place. Et du coup, cette année, on a un peu réadapté le projet, mais je pourrais en parler après si vous souhaitez. Alors, juste parce que c'est vous qui m'avez fait penser à tout ça, mais vous avez tous eu des expériences en Artsakh, ou en tous les cas proche de l'Artsakh, vous étiez à la frontière. Comment justement cette période qu'on vient de vivre cette année, comment vous l'avez vécu vous dans l'organisation? C'est-à-dire que est-ce que justement par exemple il y a des réfugiés d'Artsakh qui vont participer à vos actions? Je ne sais pas. Alors oui, peut-être Romain, peut-être pour changer, mais ou Narek, allez-y, décidez. Non mais on avait fait aussi des projets déjà en Artsakh en effet, et on s'était vraiment posé cette question de savoir est-ce qu'il faut continuer là-bas déjà à l'époque où on pouvait encore y aller, et puis en fait c'est vrai que ça posait un gros problème puisque il y avait une question de savoir est-ce que le projet va être durable, est-ce qu'il va pouvoir durer, est-ce qu'il va pouvoir servir à l'avenir, et aujourd'hui ça nous fait un petit peu mal aussi de se dire que c'est des projets qui sont en quelque sorte tombés à l'eau malgré le fait qu'ils aient été aboutis, et donc voilà, donc pour le moment on évite de trop se pencher sur cette question-là. Ensuite, d'un point de vue bénévole, nous en fait ce qu'on fait c'est que la majorité de nos bénévoles, la quasi-totalité de nos bénévoles viennent de France, donc pour le moment on n'a pas de demande particulière. Parmi les participants, c'est-à-dire pas simplement dans les bénévoles, mais ceux que vous allez encadrer. Est-ce qu'il y a des... Vous savez qui il y aura comme présent sur place? Je n'ai pas compris la question. Ouais, pardon. Parce que vous allez intervenir auprès de jeunes dans la région du Chirac. On sait qu'il y a des réfugiés d'Artsakh qui sont dans cette région-là. Est-ce que vous avez fait une demande, par exemple, pour qu'il y ait des réfugiés d'Artsakh, ou c'est les gens sur place qui décident de qui participe au projet, quoi? Non, aujourd'hui on n'a pas fait ça. Aujourd'hui, on travaille avec Shen, une association locale qui est sur place et qui existe également en France, et qui aujourd'hui, au-delà sans parler du sujet Artsakh, il y avait 1 milliard d'autres besoins en Arménie. D'accord. Et en fait, nous, c'était sur ce besoin-là qu'on s'était focalisé il y a déjà 5 ans de ça, avant qu'il se passe ce qui s'est passé aujourd'hui en Artsakh. Et donc aujourd'hui, on est resté un peu sur cette dynamique. Dans le cahier des charges entre guillemets pour sélectionner un village, le fait qu'il y ait des réfugiés d'Artsakh dans ce village n'est pas une priorité, c'est pas la priorité numéro 1, parce qu'on sait qu'il y a en fait, sans ce sujet-là, il y avait beaucoup d'autres villages déjà qui étaient dans le besoin avant qu'il se passe ce qui s'est passé en Artsakh. Donc aujourd'hui, en tout cas, Ayo n'est pas dans cette stratégie d'aider en top 1 les réfugiés de Artsakh, et dans les bénévoles Ayo. En fait, on accueille nous également effectivement des Arméniens d'Arménie à hauteur de 1 ou 2 dans le groupe, parce qu'on n'a pas non plus un groupe de beaucoup de personnes. Et ces gens-là, non, aujourd'hui, qu'ils soient d'Artsakh ou d'Arménie, on les prend tous, mais aujourd'hui, on n'a pas eu de gens d'Artsakh. Très bien.
Girail, vous, avec Terriculture, en plus je sais que vous travaillez avec l'organisation Terriculture pour la préservation du patrimoine arménien d'Artsakh. Oui. Comment vous avez vécu cette période Très mal, d'autant plus que j'étais en Artsakh, moi, juste avant la fermeture de la route. Et on avait 2 projets là-bas. On avait un monastère, Elis Mangans, qui était déjà en cours de restauration par un mécène arménien avec un architecte de Yerevan. Et parallèlement à ça, moi j'étais allé voir une école artisanale pour laquelle l'Œuvre d'Orient nous avait avancé de l'argent pour construire un bâtiment, et c'était assez important. J'avais rencontré là-bas les autorités, j'avais rencontré la ministre de la Culture, j'avais rencontré différentes personnes, le bras droit de monsieur, j'ai oublié son nom, celui qui est en prison. Arayga Arutunian. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, j'avais discuté avec eux pour comment on pouvait s'organiser, tout ça. Donc tout ça c'était prêt, tout ça était prêt. On avait commencé à lancer les appels d'offres pour les plans, pour tout cela, et commencé à chercher de l'argent. Et puis évidemment tout ça s'est tombé à l'eau. Alors au début on pensait que la route se rouvrirait un jour, qu'on pourrait retourner. Là maintenant évidemment c'est une grosse désillusion, puisque finalement c'est fini, quoi. On peut plus vous avez des nouvelles des chantiers que vous aviez commencé? Alors on a les nouvelles qu'on a, non. Je sais que Elis Mangans s'est arrêté, bien entendu. Les gens peuvent plus y aller, puisque les ouvriers qui travaillaient là-bas c'était tous des Arméniens. Donc ils ont été mis hors de cause. À l'école, je pense qu'elle a dû être détruite depuis, ou qu'ils s'en servent pour autre chose. En plus, c'est cette école, c'était le QG à l'époque de la Première Guerre, c'était le QG des résistants là-bas. Mais bon, voilà. Donc tout ça, pour le moment, c'est tombé à l'eau, mais on continue quand même. Déjà, on a fait une aide assez importante aux Arméniens de l'Artsakh quand ils sont arrivés, mais ça c'est une aide financière, et qu'on a aidé avec des vêtements, avec des produits de première nécessité, etc. Mais ça c'est une petite goutte d'eau dans l'eau, parce que beaucoup d'associations l'ont fait très bien aussi. Par contre, nous ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver du travail pour eux. Donc déjà, on fait travailler des Artsakhiens dans la mesure du possible. Il y a notamment une architecte avec qui on travaille, qui vient d'Artsakh, qui a tout perdu là-bas, sa maison, tout comme tout le monde d'ailleurs en l'occurrence. Et puis cette aide, on essaye, donc à Merli, il y a quand même pas mal de réfugiés, on essaye de garder un lien avec ces gens-là. Et parallèlement à ça, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps le représentant de l'Artsakh, Juanes Kevorkian, Kevorkian, c'est ça, excusez-moi, qui est partant pour un projet justement pour créer des maisons de jeunes, des trucs comme ça, dans toute l'Arménie. Et pour justement que ces jeunes Artsakhiot puissent rester, parce que le problème il est là, c'est comment faire rester les Artsakhiot en Arménie. Pour qu'ils restent, il faut qu'ils aient du travail. Sinon pas de travail, c'est des gens qui viennent, ils sont souvent avec des familles assez nombreuses, 4-5 enfants, s'ils n'ont pas de travail, automatiquement ils s'exilent, en sachant qu'en Russie, il y en a déjà plein qui sont partis en Russie, dans la mesure où dès qu'ils partent en Russie, ils ont la nationalité russe tout de suite, il n'y a aucun problème. Aux États-Unis, ils ont la carte verte immédiatement. Et moi, les dernières fois où je suis passé devant l'ambassade de France, il y avait des queues d'enfer. Et ça, c'était pas simplement des Arméniens qui demandaient des visas pour venir à Paris. Il y avait dedans beaucoup d'Artsakhiot. Voilà. Donc le but, c'est de dire, si ces gens-là s'en vont, les Azéris auront réussi ce qu'ils voulaient faire. Parce que leur but, c'était ça, c'est de nous chasser. Voilà. Ovid Megadichan, de votre côté, alors que vous étiez bien impliqué en Artsakh pendant des années, le camp Yergil existait en Artsakh. Comment ça se traduit aujourd'hui? Alors nous, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait nos projets d'été qu'on faisait et en Arménie et en Artsakh, et après on a toujours su s'adapter aux situations. Par exemple, sur ces dernières années-là, on faisait même des projets Yergil d'hiver. On allait, on va dire, surtout après la guerre, pour enchanter le Noël des enfants. On faisait des spectacles, on était à leur côté, on offrait des cadeaux dans ces moments très difficiles. En parlant d'adaptabilité, quand il y a eu les coupures de gaz, on s'est rendu en Artsakh, on a distribué beaucoup de bonbonnes de gaz pour les populations. Donc on a vraiment su s'adapter, suivre la tendance, enfin répondre à la demande, on va dire en quelque sorte, de ce qu'attendaient les Artsakhiens. Et c'est pour ça que d'ailleurs notre projet Yergil a évolué cette année. Ça va plus être un camp d'été classique, ça va vraiment être un camp sur place, c'est-à-dire un panagoum où les enfants vont rester avec nous pendant une semaine, dans le camp de Piuragan d'ailleurs, du Homenutmen, où ils réalisent
leur grand camp tous les 4 ans. Donc ils nous ont mis à disposition leur camp et pendant une semaine, on va être sur place avec des enfants d'Artsakh. Cette année, on a vraiment voulu se focaliser sur les enfants d'Artsakh parce que bon, ils n'ont pas forcément l'occasion comme nous de partir en vacances ou quoi. Et même, c'est pas facile de tout perdre. Et bon, même si l'Arménie, c'est leur pays aussi, mais bon, comment dire, c'est l'Artsakh chez eux. C'est comme s'ils ont déménagé dans une autre ville, donc ils ont tout perdu surtout. Donc c'est assez compliqué. Donc encore une fois, on s'est adapté pour cet été et ça va vraiment être, ça va pas être le centre de loisirs, mais ça va être vraiment comme une colonie pendant une semaine sur place. On va dormir dans les tentes avec les enfants et on sera à leur côté. Et on a décidé de vraiment se focaliser sur les enfants d'Artsakh pour notre projet de cet été. D'accord. Alors maintenant, on va revenir sur ce qui va se passer cet été. Je recommence mon tour de table. Ayo, alors décrivez-nous un peu Romain, qu'est-ce qui va se passer cet été, où est-ce que vous allez et quelles sont les activités que vous entendez mener. Donc cet été, Ayo se rendra dans le village de Diorarat, qui est donc un village du Chirac, comme on l'a dit plus tôt, et qui est le village voisin direct du précédent projet qu'on a eu, qui était le village d'Ovit. Et donc on a pour objectif de rénover la salle de danse du village. Donc c'est un projet qui va avoir lieu pendant le mois d'août, qui a déjà commencé, puisqu'on a toujours une préparation en amont avec des travaux qui ont lieu sur place avec des ouvriers, et qui en général finit quelques semaines après le départ de nos bénévoles. Donc là cet été, on a une équipe d'une douzaine de bénévoles qui vont partir, et qui vont pendant 3 semaines animer une sorte de camp de vacances sur place tout en participant à la rénovation de cette salle de danse. Donc c'est quelque chose de très mix en fait, on a 2 équipes chaque jour, une équipe qui va être sur le chantier, l'autre qui va animer avec les enfants et ensuite on alterne tous les jours. Donc c'est quelque chose d'assez rythmé puisque c'est 3 semaines intenses, que ce soit pour les bénévoles et pour les enfants. Et ensuite, donc sur place, il y a plein d'activités qui sont organisées. Donc, ça peut être des sports un peu basiques, comme on connaît tous. On ramène du matériel pour animer toute la journée. Et il y a aussi, on demande chaque année à nos bénévoles de ramener quelque chose qui leur tient à cœur. Si je vous prends l'exemple d'un bénévole, Johan, qui est de Marseille, qui avait organisé il y a 3 ans des cours de handball, donc un sport qui est complètement méconnu pour eux. Et donc c'est l'exemple de ce qu'un bénévole pourrait faire, apprendre aux populations de là-bas quelque chose qu'ils ne connaissent pas forcément. On a eu des cours d'art plastique aussi il y a 2 ans. Si un jour on a une équipe nationale de handball fondée à partir de ça, on pourra en être fiers. Ça tombe bien puisque Johan faisait partie de l'équipe nationale d'Arménie de handball. Et donc on avait été aidé par la fédération à cette époque pour avoir tout ce matériel-là. Donc oui, exactement, c'est un peu l'objectif aussi, c'est peut-être de leur donner aussi de nouvelles inspirations, pas seulement un chemin classique d'école. Voilà, s'il y a quelque chose un peu plus original qu'ils aimeraient faire de leur vie, voilà, c'est ce aussi à quoi sert le projet. Alors, je reste avec vous 5 minutes parce que Nareg ou Romain, vous me direz, mais comment s'organise justement toute une logistique? Je poserai la même question à Gilles après, donc il peut préparer sa réponse. Mais comment s'organise sur le plan logistique un projet comme ça? Notamment dans les 2 aspects, il y a l'aspect rénovation. Enfin, combien de temps à l'avance vous commencez à travailler dessus, ramener le matériel, trouver les compétences peut-être locales, j'en sais rien. Enfin, comment ça se passe? Ouais, là c'est tout un plan qui dure, c'est tout un travail en fait d'une année, un projet. Nous on démarre en général à commencer déjà à sonder les équipes de bénévoles qu'on pourrait construire. Donc à partir d'octobre-novembre pour l'été qui arrive. Et en parallèle aussi, donc comme Narek l'a dit, on travaille avec Shen, que vous connaissez en France peut-être plus d'un point de vue culturel, mais en Arménie c'est un organisme qui opère beaucoup dans les travaux. Et donc on travaille avec eux pour déjà trouver le village qui aurait besoin, qui répond aux besoins que nous on aimerait servir. Et donc on a ensuite toute cette phase de préparation en amont où on va établir les devis avec Shen. Voilà, donc ça va être tout le côté financier, aussi avoir la main d'œuvre, donc les ouvriers locaux qui vont venir, parce que voilà, les bénévoles qu'on emmène ne sont pas forcément des pros en maçonnerie, mais donc on a des ouvriers locaux qui arrivent et qui font de grosses œuvres au départ, donc ça peut commencer 2 à 3 mois avant le projet où les bénévoles se rendent sur place, et donc il y a toute cette logistique là à préparer.
Donc Chaîne est un atout énorme dans notre projet puisque c'est eux qui vont vraiment... Surtout que vous avez justement un relais sur place. Exactement. Donc c'est vraiment eux qui chapeautent un peu tout d'un point de vue logistique là-bas. Et puis on a aussi David, un bénévole à IO qui vit en Arménie, qui assure ce contact en tout cas avec Chaîne. Et au-delà de ça aussi sur l'organisation sur place dans le village, que ce soit pour les bénévoles ou pour les enfants ou pour le chantier. Donc typiquement, où est-ce que les bénévoles vont dormir, oui. Comment va se dérouler aussi le projet pendant 3 semaines pour les bénévoles, la nourriture, etc. Donc voilà, c'est tout un projet en amont, et on va dire que sur place, une fois sur place, il n'y a plus qu'à profiter et à tout donner pendant 3 semaines. C'est un budget, sans trop déflorer les choses, quand même, vous direz ce que vous voulez, mais on table sur un budget de combien pour une opération comme ça, sur un budget annuel IO, c'est combien? En gros, dans le budget, il faut scinder 2 parties. Il y a la partie vie des bénévoles, oui. L'argent que nous coûtent les bénévoles, entre guillemets, et l'argent que nous coûtent les travaux. Il y a un peu 2 questions. Mmh. Donc dans les travaux, cet été, on est sur un projet globalement de 15 000 € pour rénover une salle de danse. Et pour la vie des bénévoles, on est à peu près sur entre 2 et 3 000 € s'il faut compter logement, nourriture, transport. Les dimanches, je ferai des excursions, donc ça c'est compris, c'est aux frais de l'association. Tout ça, faut compter entre 2 et 3 000 € en gros. Et les auberges de jeunesse, les 2-3 jours à Yerevan avant, après la mission, parce que sur les 3 semaines, on n'est pas 21 jours purement sur place, on est plus 19 jours dans le village, donc il y a 2 jours avant qui se baladent dans la capitale. Donc la capitale, c'est restaurant, c'est hôtel, donc tout ça c'est de l'argent. Voilà, donc c'est entre 2 et 3 000 € je dirais. D'accord. Alors, pour Terriculture, évidemment, là aussi c'est une grosse logistique, mais vous avez un peu l'habitude. Mais alors, on va déjà commencer par quels sont les chantiers qui vont avoir lieu cet été. Alors à l'heure actuelle, on a un chantier... Juste pour vous rapprocher un peu... Excusez-moi. À l'heure actuelle, on a un chantier en cours à Merly qui est commencé déjà depuis 5-6 ans, qu'on doit continuer. L'église a été rénovée. L'année dernière, on a fait les murs de soutènement parce qu'on est sur une pente très raide. Donc c'est un appui qu'il a fallu faire les murs de retenue des terres, ce qu'on a fait l'année dernière. Cette année, on a fait les bâtiments sud. Qui ont été interrompus d'ailleurs parce qu'il y avait des fouilles, on a trouvé des jarres, des trucs comme ça, donc on a arrêté, on a appelé les archéologues pour qu'ils viennent faire des fouilles. Et oui, c'est comme ça va, c'est comme ici, on peut pas faire n'importe quoi. C'est un petit peu le problème parce que vu que c'est des monuments historiques, si vous voulez, on est tenu à tout un tas de ce qui est normal d'ailleurs. Oui, bien sûr, on peut pas faire n'importe quoi. Voilà, on peut faire n'importe quoi, on est tenu à faire des plans qui sont soumis au ministère de la Culture, à Etchmiadzin quand ça appartient à Etchmiadzin, etc., etc. Donc tout le monde donne son avis. Et après on peut travailler. Donc là, on voudrait continuer ce chantier, sauf que le chantier, les bâtiments nord-ouest qu'on veut faire cette année, qui était l'ancienne prélature, c'est un très gros chantier qui va tourner aux alentours de 200 000 €. Donc, voilà, quand on me demande quel est votre Zolaki, c'est déjà trouver l'argent, le projet. Donc il y a déjà ça c'est le premier projet, mais on va y arriver, on va continuer, il n'y a pas de problème. Cet été, on emmène des volontaires là-bas qui vont commencer à préparer le chantier, c'est-à-dire on a des pierres à préparer, à nettoyer, les joints à faire des églises, enfin tout le travail, comme je disais, qu'on ne peut pas confier, qu'on peut faire par des volontaires, mais il y a un travail qu'on est obligé de confier à des professionnels, c'est des entreprises qui travaillent sur le chantier. Après, effectivement, qu'on ait des volontaires qui aident, c'est très bien. À Merly, parallèlement à ce chantier, on a également, un peu comme eux ici, on s'occupe des enfants d'Artsakh et des autres, c'est-à-dire des Arméniens, parce qu'il n'y a pas que des enfants d'Artsakh qui sont en difficulté, il y a aussi des malheureux. Donc, les jeunes de chez nous, depuis 2-3 ans, ont organisé effectivement cette réunion. Et ils s'occupent d'enfants, donc tous les programmes comme eux, le sport, la danse, la musique, la découverte, l'histoire, etc. et tout. Et l'avantage, comme c'est couplé avec le chantier, ils peuvent aller sur le chantier et voir en même temps comment le chantier avance, comment ça marche et tout ça. Donc c'est une très bonne initiative qu'on espère qu'il va pouvoir continuer. Là, ils vont partir 2 semaines cet été. C'est un chantier qui va, enfin c'est un chantier comme un autre, ce qui va coûter environ dans les 7 000 €. Entre l'organisation, les transports, parce qu'il faut louer des bus, là-bas, les enfants ils ne sont pas tous dans
mairie. Il y en a certains qui sont à l'extérieur, donc il faut pas avoir des bus pour aller les chercher. Après, il y a des problèmes de responsabilité, etc. Donc tout ça, il faut se mettre aux normes, c'est-à-dire qu'il a fallu demander au maire, le maire qui nous a envoyé après au conseil régional, parce que les écoles, comme en France, dépendent du conseil régional, il faut qu'il nous fasse une lettre, que le ministère l'accepte, enfin c'est très, très administratif. Juste même chose pour vous, Ayo? Non. Vous devriez, non. Donc c'est plus compliqué à Meury que dans le Chirac, visiblement. Ouais, non, nous on n'a pas beaucoup dit. Non, mais c'est vrai qu'en plus, depuis cette année, ils sont devenus très administratifs en Arménie. C'est très compliqué. La moindre chose, maintenant, il faut des papiers signés pour tout. Peut-être aussi On avait moins avant, c'était peut-être aussi que Meury, enfin pour nos auditeurs qui ne le sauraient pas, Meury, on est vraiment à la frontière avec l'Iran, on est au bord de la frontière avec l'Azerbaïdjan, on est dans une zone sensible, donc peut-être que ça explique ceci. Oui, mais peut-être ceci explique en cela. Donc voilà, tout à fait. C'est possible aussi, mais c'est vrai qu'ils deviennent quand même assez administratifs. Donc ça, c'est le premier projet, c'est les deux projets qu'on a, donc projet construction, projet enfance. Et on a un autre projet auquel je participe, moi, c'est à Danzapalar, le désert de Danzapalar, qui est à côté de Cabane. Il y a un petit village qui s'appelle Ber, et nous, on est dans la montagne là-haut, où là, on a une logistique qui est très très compliquée parce qu'il n'y a pas de route, donc tout se fait par cheval ou à pied, y compris l'approvisionnement des matériaux, y compris l'approvisionnement du ravitaillement. Voilà, donc c'est le côté le plus difficile, mais enfin, on y est quand même depuis 12 ans maintenant. Et vous parliez tout à l'heure du contact qu'on établit avec les gens, ça a quand même son importance parce qu'effectivement, on a établi un contact là-bas qui est assez extraordinaire et qu'on continue à entretenir. Voilà, donc cette année, on y retourne. Chaque année, on a un projet précis. Alors, c'est pas de la reconstruction, c'est de la consolidation parce qu'en fait, on n'a pas de plan. C'est un monastère qui date du Xe siècle à peu près. Et on n'a aucun plan, on a très peu d'éléments dessus, on ne sait même pas le nom de l'église elle-même, mais c'est important pour les gens de Berre parce qu'on commence à avoir énormément de touristes qui viennent, on commence à avoir beaucoup de randonneurs, etc., de tous les pays. L'année dernière, on a eu des Suisses, des Français, des Anglais, des Lituaniens, je sais pas, enfin, des Polonais, enfin, il y a plein de gens. Je me promène dans la montagne de Meury et je rencontre des... C'est pas Meury, ça, c'est à côté de Cabane. Ah, c'est à côté de Cabane et je peux rencontrer des marcheurs. Et l'année dernière, on a eu une randonneuse D'accord. polonaise qui venait de Meury à pied. Il faut savoir que Meury, Cabane, en voiture, c'est à peu près 1h30 de route. Elle venait de Meury à pied, elle est montée en haut de la montagne, elle est venue nous voir, elle a pu être avec nous, elle est repartie, parce qu'elle allait, je sais plus où encore. Voilà, c'est extraordinaire, une femme seule en plus qui faisait. Voilà, donc c'est ça, et voilà, c'est déjà pas mal. Ovig Murukchan, vous avez commencé un peu à effleurer le sujet tout à l'heure avec ce Panagoum. Décrivez-nous qu'est-ce qui va se passer cette année pour le projet Yalguij. Déjà, pour commencer sur la question logistique, on a tous à peu près les mêmes difficultés, les mêmes problèmes, mais bon, depuis les années maintenant, on a l'habitude, on a nos contacts sur place, on sait ce qu'on peut ramener de France. Vous aussi, avec vous nous. appuyez sur une structure locale. C'est ça, exactement. On a la chance, on va dire entre guillemets, d'avoir des antennes, que ce soit en Artsakh ou en Arménie, qui sont nos camarades, en fait, l'équivalent du Nord-Serund, que ce soit et en Artsakh et en Arménie. On a vraiment cette chance-là d'être une association à l'international. On pourrait même réaliser ce même type de projet dans d'autres pays, on pourrait même le faire aux États-Unis, parce qu'on a cette chance-là d'avoir des antennes, mais voilà, nous, avec l'expérience des années, on a déjà nos contacts sur place, qui contacter pour les autocars, qui contacter pour la nourriture des enfants, qu'est-ce qu'on peut acheter, où on peut l'acheter. Et après, il y a aussi pas mal de choses qu'on ramène d'ici. Et donc, pour revenir à la question de cet été, ça va être un peu différent, parce que là, ça va vraiment être un camp sur place, en fait. Les enfants ne rentrent pas, ne reviennent pas le lendemain matin. Et donc, la logistique se présente un peu différemment. Bon, après, ça va être un peu plus simple, parce qu'ils viennent le premier jour en autocar, ils repartent le dernier jour en autocar, mais bon, il y a d'autres types de problèmes qui se présentent. Pour le coucher, oui, enfin, effectivement, il y a... Bon, après, ça va, vu qu'on a nos associations locales aussi sur place, que ce soit le Home Enotmen, l'AM, le HEM, c'est des associations qui sont vraiment à nos côtés, et tout le monde met la main à la pâte pour nous venir en aide, et nous aussi, on regarde ce qu'on peut ramener avec nous d'ici, ou qu'est-ce qu'on peut prendre là-bas, et on va dire c'est un projet commun au final, c'est mené. Ayo disait tout à l'heure qu'il commençait dès le mois d'octobre. Combien de temps de préparation pour un projet comme le projet Yalguij ? Dès qu'on revient à l'été, à la fin du projet, on reparle déjà du projet de l'année d'après, en fait. Donc ça s'arrête pas vraiment, hein, j'ai envie de dire. C'est un travail en continu.
D'accord. Combien de bénévoles cette année qui vont... Cette année de France, on a une dizaine de jeunes qui vont aller. Plus sur place Nos camarades de l'AM et même des camarades de la FRA d'Artsakh qui seront avec nous et des camarades d'Arménie également qui seront à nos côtés pour épauler ce projet. Donc c'est vraiment un projet mené par la FRA Nour-Sénot, mais c'est un projet commun. On a beaucoup d'aide locale. Et surtout l'aide des donateurs, j'ai envie de dire, parce que sans les donateurs... Justement, quel budget pour un projet comme Yelgil? Selon là, vu que ça a été revu cette année, mais sinon, on va dire entre 10 et 20 000, entre 10 et 15 000, comme l'association AYO disait. Bon, on voit. C'est quand même des sujets très, très importants. Je voudrais quand même qu'on passe maintenant à un autre aspect qui est... comment vous recrutez vos bénévoles? Quelles sont leurs motivations? Est-ce que vous avez pu regarder un peu qu'est-ce qui fait qu'ils ont envie d'aller en Arménie, mais pas d'y aller comme je l'ai dit en ouverture, comme un simple touriste, et ils ont envie de faire quelque chose pour le pays? Il y a plein de raisons différentes, mais ça vient surtout du fait que on va pas forcément venir recruter des Français d'origine arménienne, par exemple. Donc ça peut juste être des Français qui n'ont aucun lien avec l'Arménie. Et donc ils ont des motivations très diverses. Alors pour donner un exemple, on peut très bien recruter dans des écoles de commerce par exemple, avec qui on est partenaire avec des associations humanitaires, donc qui nous envoient des bénévoles chaque année. Donc des étudiants qui sont motivés pour partir et pour faire quelque chose de bien de leur été. Et on a aussi juste des personnes qui vont nous découvrir comme ça au hasard et qui vont avoir besoin de s'évader un petit peu. Donc ça peut être ça, ça peut être aussi juste aider l'Arménie, découvrir le pays, ça peut être du bouche à oreille, on a entendu parler de ce pays à droite à gauche comme ça et on a envie de découvrir, on nous en a parlé, on nous a encouragé à y aller. Donc voilà, c'est des motivations très diverses et en général, un bénévole, il y va pas seulement pour aider, il y va aussi pour recevoir quelque chose, c'est toujours un peu une relation de bénéficiaire à bénéficiaire, on s'en rend pas compte mais inconsciemment on y va aussi pour quelque chose qu'on cherche pour nous-mêmes. Voilà, au-delà de aider les populations locales. Donc ça peut très bien être quelqu'un qui a besoin de prendre du recul un peu sur la vie, quelqu'un qui a vraiment envie de découvrir ce pays-là, quelqu'un qui a envie de passer un été avec des enfants. Alors c'est un peu plus rare, mais juste découvrir les métiers de la maçonnerie, je sais pas, mais voilà, ça peut, c'est très varié et c'est ce qu'on voit en fait chaque été. On a des équipes très diverses et qui restent quand même homogènes. Narek, maintenant, avec l'expérience que vous avez, les gens qui sont partis, comment est-ce qu'ils restent en contact avec l'Arménie? Est-ce qu'ils sont, ou au contraire c'était du one shot et puis ils sont passés à autre chose? Comment ça se passe? Il y a les deux, hein. Il y a les one shot qui après ne donnent plus de nouvelles, on sait plus où est-ce qu'ils sont, on sait pas s'ils ont été satisfaits ou pas. On sait pas s'ils existent encore, ouais. Donc il y a les deux, donc il y a ceux-là et je dirais qu'il y a 3 catégories. Alors, on va nuancer un peu. Donc il y a celui le one shot qui donne plus signe de vie après à la fin des 3 semaines. Il y a le deuxième cas où ensuite en fait après la mission on essaie de faire des soirées, des choses pour essayer que les bénévoles restent il y a un lien encore un petit peu entre chaque génération de bénévoles. Donc il y a cette personne-là qui viendra parce que en fait elle a beaucoup aimé l'association, elle a beaucoup aimé le pays, elle a beaucoup aimé les rencontres qu'elle a faites pendant cette mission. Et donc cette personne-là, ce cas-là numéro 2 va continuer à venir pour garder ce lien-là avec les gens. Et il y a le cas 3, il y a le bénévole qui, on va dire, coup de cœur avec l'Arménie, coup de cœur avec les enjeux de l'association et du coup qui va s'engager avec nous à l'année. Vous en avez 2 devant vous déjà, et on en a encore 8 ou 10 autres dans l'association à l'année. Mais il y a effectivement aussi ce cas-là qui, en fait, l'Arménie en 3 semaines, non, c'est pas possible. Faut que l'Arménie soit toute l'année. L'Arménie c'est pas que 3 semaines, on essaye de le dire, mais faut le répéter. L'Arménie c'est pas qu'une fois, c'est tout le temps, quoi. Donc oui, cette personne-là va s'engager avec l'association à l'année parce qu'elle a des choses à faire, parce qu'elle a des compétences à exporter dans l'association. Parce qu'on a besoin d'elle et comme toute petite structure, on est en galère sur tous les sujets globalement, quoi. Donc en fait, il faut toujours renouveler ses équipes, toujours. C'est comme une entreprise. Hein. Voilà. Giray, pour Terriculture. Alors vous, c'est exactement ça. Par contre, il va falloir vous rapprocher, Giray, sinon on ne vous entendra pas. Il a très bien parlé, c'est exactement ça. Par contre, il y a 2 choses que je voudrais rajouter. La première, c'est qu'effectivement, c'est à nous de leur donner l'envie de revenir.
On ne peut pas demander à des gens comme ça qui viennent 15 jours, 3 semaines, même un mois, bon, il y en a qui tombent amoureux de l'Arménie, comme tu disais, mais c'est pas toujours le cas. Donc c'est à nous de leur donner cette envie de revenir. Et moi, ce que j'essaie de leur expliquer, moi, chaque année, quand je vais en Arménie, comme il disait, je m'enrichis. Je m'enrichis. J'essaye de les enrichir, mais je m'enrichis moi de moi-même. Et que ce soit avec les volontaires ou avec les gens de la ville. Et quand ils prennent contact avec ces gens, parce qu'ils ont des jeunes comme eux, ils rencontrent des jeunes comme eux quand ils vont là-bas, qui sont étudiants, qui sont jeunes travailleurs, etc., qui n'ont pas tout à fait les mêmes problèmes. Moi, je leur dis, voilà, vous allez rencontrer des gens qui sont une haute civilisation. C'est pas tout à fait la même que la vôtre. Ils n'ont pas les mêmes critères que vous. Ils n'ont pas la chance d'avoir des parents qui vont leur payer des études, etc., qui vont leur acheter un logement ou une voiture, ou qui vont les aider. C'est différent. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont pas bien. L'Arménie, c'est un pays, Yelchangoutian, c'est un pays de bonheur. On s'en rend pas compte, mais quand on y va souvent, moi maintenant je le prends comme ça, je le prends comme un pays de bonheur. Et c'est ce bonheur-là que j'essaie de transmettre à ces volontaires. C'est pas toujours facile, parce qu'effectivement, il y a ceux qui vont là. Mais par rapport à ce que disait tout à l'heure ce garçon, Romain, pardon. Effectivement, une année, j'ai un groupe de scouts, par exemple, parmi les volontaires, qui m'a téléphoné en me disant, voilà, on a vu votre projet et on serait éventuellement intéressé. Donc j'ai rencontré un d'eux, on a discuté, je lui ai expliqué comment ça se passait, qu'est-ce qu'il en était. Et il m'a dit, est-ce que vous pourriez venir nous voir chez nous? Ils étaient, je ne sais plus où, à Chevilly-la-Rue, je ne sais plus où exactement. Je suis allé là-bas, j'ai passé 2 heures le soir avec eux, à leur expliquer et tout. Ils avaient plusieurs projets en route, ils avaient demandé plusieurs projets, et finalement ils m'ont téléphoné en me disant, votre projet nous intéresse. Ils sont allés à Merly. Et je suis très content parce que c'est des jeunes qui ont 19-20 ans, qui font des études brillantes, qui sont bien, et qui ne connaissaient pas du tout l'Arménie. Alors ces jeunes-là, ils ont gardé. Alors de temps en temps, que ce soit eux ou d'autres, j'essaye de garder le contact. C'est pas toujours facile, mais j'essaye de garder le contact. Et souvent, c'est eux qui me rappellent, parce que là, on a des jeunes, par exemple, des jeunes filles qui sont venues il y a 2 ans. Il y en a une qui est en Argentine pour ses études, l'autre, elle est je sais pas où. Ils me téléphonent. Et ça me fait plaisir. J'essaye de garder le lien. C'est pas toujours facile, voilà. Mais c'est vrai que c'est ça, les volontaires. Ovik Björngardichon, on ne revient pas de la même façon d'un camp Yergir. Vous l'avez vous-même vécu? Exactement. Déjà, au niveau des membres, nous, on a la chance d'avoir 6 sections en France. Du coup, ça nous fait beaucoup de monde. Et du coup, c'est vraiment nos membres qui sont sur place pour mener à bien ces projets. Depuis quelques années, on accepte également des personnes non membres sur candidature. Et quand on revient du projet Yergir, oui, on n'est pas la même personne, quoi, parce que ça va un peu reprendre les différentes réponses qu'il y a eu autour de la table, mais on découvre vraiment, on est arménien, ils sont arméniens, mais on découvre vraiment une autre manière de réfléchir, une autre manière de travailler, une autre manière de voir la vie en général, quoi. Et c'est quand on va dans ces projets humanitaires-là qu'on se rend compte qu'en fait, on peut se contenter de peu, en fait, et on peut être très heureux avec peu. Et c'est vraiment une double richesse, quoi. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup à apprendre de eux, comme eux ont beaucoup à apprendre de nous, mais c'est enrichissant des deux côtés. Et voilà, quand on est dans des localités, on va dire, à risque, donc c'est des choses, c'est dur à externaliser, je sais pas comment expliquer, faut vraiment le vivre pour comprendre, mais je pense que tout le monde a déjà vécu ça autour de cette table et je sais pas, moi j'ai un peu du mal surtout dans la relation avec des enfants, c'est-à-dire que effectivement on a du mal on est touché par leur les parcours. enfants et même la population en général, puisque même la population, on voit des gens de tout âge. Bon, c'est vrai que notre lien direct c'est avec les enfants, mais même voir des gens de la vie politique sur place et tout, ça nous montre d'autres aspects. Et alors justement, quels sont un peu les échanges? On va revenir, mais on va reprendre un peu le sujet. Mais quels sont les échanges que vous avez? Parce que il y a le travail, il y a la journée, on est sur un chantier, on travaille, on est avec des enfants, on les anime, on leur fait faire des activités, etc. Puis il y a les discussions avec eux, avec les gens avec qui vous accompagnez, et puis entre vous. Peut-être, est-ce que chacun vous avez une anecdote justement sur des perceptions, des choses qui vous ont marqué dans comment vous avez été accueillis, dans comment vous dialoguez avec les populations locales, comment ils vous voient? Ouais, moi j'en ai peut-être une.
Donc c'était un été. En fait, donc nous matin, midi, soir, le rythme de l'association, c'est que donc en gros, effectivement, la journée, on est mi-chantier, mi-enfant. Et par contre, matin, midi, soir, faut manger. Pour manger, il faut préparer à manger. Et il faut mettre la table, il faut faire la vaisselle. Bon, voilà. Et donc il y a un planning de tâches ménagères qui est réparti sur les 3 semaines, afin que tous les bénévoles y passent. L'idée, c'est pas de laisser la personne de la maison qui nous gère faire toutes ces tâches-là, parce que nous on sait les faire. Et en fait moi donc je suis un homme, je suis président de l'association et je lave des assiettes. Et en fait, ce qui a été plusieurs fois les personnes de la femme de la maison me disaient non, mais tu n'as pas à laver cette assiette, t'es un homme, t'es le président. Et en fait, il y a aucun rapport. Faut laver l'assiette, qu'on soit un homme ou une femme, ou président ou bénévole, ou peu importe. Et donc ça, c'est des anecdotes qui a un peu tous les ans. Et en fait, on n'est pas là pour exposer notre culture et dire que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est pas ça. Mais ça, on considère que c'est des choses qu'il faut effectivement rendre un peu plus standard et faut normaliser un peu plus ça. Et oui, un homme peut laver la vaisselle et doit le faire, voilà. Alors, je vous ai pas posé la question parce que au passage, je remarque qu'il y a encore 4 hommes autour de la table, enfin 5 avec moi. Mais du coup, c'est quoi la répartition, enfin dans les bénévoles, c'est plutôt moitié-moitié ou Alors en général, nous dans nos équipes, on essaye d'avoir une parité, donc avoir autant de filles que de garçons, mais tout dépend de la dureté du chantier peut-être, non? Attention, non, je veux pas faire de la misogynie ici à l'antenne. Les femmes sont parfaitement capables de faire de la maçonnerie, donc. Non, mais je pense que ça va au-delà juste d'un chantier, c'est plus sur l'aspect humanitaire, assez naturellement, et c'est ce dont on se rend compte, c'est que les filles auront beaucoup plus tendance à donner de leur temps pour ce genre de cause qu'un garçon. Et donc on a plus de difficultés à trouver des garçons pour partir en Arménie, aider pour un projet humanitaire, parce que peut-être qu'ils ont peut-être pas les mêmes envies, les enfants ça les attire peut-être un peu moins, à animer, tout ça. Et donc c'est un peu la difficulté qui se pose, mais on essaye chaque année d'avoir un bon équilibre. Alors, Gilles, peut-être vous, une anecdote sur comment les échanges que vous avez avec la population locale, qu'est-ce qui vous a marqué? Moi, par contre, toujours, Gilles. Oui, moi je suis très attentif à ça parce que rénover le patrimoine c'est très bien, mais si on ne tient pas compte des gens qui sont derrière, ça sert à rien. C'est leur mémoire qu'on rénove. C'est pas la nôtre, c'est pas simplement la nôtre, on en a plus. Nous, on a la mémoire que nos parents nous ont donnée, c'est-à-dire pas grand-chose. Des images jaunies, c'est tout ce qu'on a. Eux, ils ont encore ces monuments, et c'est important. Et donc, d'avoir des relations avec ces gens-là, c'est hyper important. Et c'est ce que j'essaye tous les volontaires qui viennent avec nous, que ce soit filles ou garçons, et les filles sont souvent, je préfère les filles parce qu'elles travaillent mieux que les garçons. Je vous assure que c'est vrai, en plus. Je parle des travaux manuels, je parle pas de la cuisine, parce que la cuisine, on a le même principe. C'est-à-dire que là, chaque jour, il y en a 2 qui sont nommés pour faire la cuisine, et la vaisselle, et tout, toute la journée. D'autant plus que moi, dans ma montagne, là-bas, c'est très, très sommaire, hein, avec notre camping-gaz et compagnie, c'est bon. Mais ça, c'est anecdotique. Je veux dire, si vous voulez, c'est que c'est important, c'est que ces jeunes-là se rendent compte qu'ils sont dans un pays qui n'est pas tout à fait le même, comme tu disais tout à l'heure, et il faut qu'ils apprennent. Alors, il y a des choses toutes bêtes. Il y a un monsieur, c'est une anecdote qui a peut-être rien à voir avec ce que vous venez de dire, mais je voudrais vous la dire quand même, parce que c'est une chose qui m'a énormément touché. Dans les personnes du village, avec des chevaux qui nous montent tous les jours le sable, le ciment, à manger, etc. et tout, il y avait un petit monsieur qui s'appelait Alioche, qui était gros comme ça. Et ce monsieur, un jour, très bien, je ne sais même pas s'il savait lire et écrire, mais très intelligent. On pouvait discuter avec lui, voilà. Déjà, il ne faut pas qu'il y ait cette distance. On n'est pas plus intelligent qu'eux, c'est pas parce qu'on a un peu d'instruction qu'on est mieux qu'eux. Et moi, c'est un monsieur que j'aimais beaucoup. Voilà, pourquoi, j'en sais rien, c'est comme ça, on a des préférences pour des trucs. Et un jour, ce monsieur, une dame tape dans son cheval en voiture, et le cheval, il meurt. Mais la détresse, parce que lui, c'était son gagne-pain. Et la détresse de cet homme m'a énormément ému. Alors, c'était pas un enfant, c'était un monsieur, mais c'était tout. C'était tout son métier, il était là. Il avait un cheval, et ce cheval, il est mort. Alors, on s'est cotisé pour lui acheter un cheval. Il n'en a plus voulu. Il a terminé. Pour lui, ça a été terminé.
Voilà. Alors, c'est des histoires bêtes, mais c'est des histoires simples. Et moi, ce genre d'histoire me touche énormément. Alors que ce soit lui, que ce soit des enfants avec qui on discute, que ce soit les autres, c'est pareil. Si on n'a pas la relation avec ces gens-là, c'est pas la peine qu'on aille en Arménie. Moi, j'y vais 3-4 fois par an. J'y vais pour travailler, pas machin. Comme il disait, c'est pratiquement toute l'année. C'est 11 mois qu'on prépare le truc, et puis le 12e mois pour pouvoir faire une campagne. Mais si on n'a pas cette relation avec les gens, allez-y en touriste. Allez au lac Sévan, c'est bien, vous allez vous baigner, et puis c'est bien. Mais si vous voulez vraiment faire, je dirais pas d'humanitaire, parce que ce qu'on fait, c'est, enfin, tout au moins nous, c'est pas complètement d'humanitaire, mais c'est de l'humanisme. Il faut, si on voit pas ces gens-là, si on n'écoute pas ces gens-là, si on n'est pas derrière eux, si on les suit pas. Moi, d'ici, je téléphone régulièrement en Arménie pour avoir des nouvelles. C'est pas grand-chose. Mais on appelle un petit truc, comment tu vas, ça va, des trucs tout bêtes, quoi, je veux dire. Mais c'est des choses importantes. Et moi, je le vois dans le sunnique, parce que dans le sunnique, souvent les gens me disent sunnique, machin, quoi ça sert, qu'on a le machin, c'est pourquoi vous allez travailler là-bas et tout et tout. Ben, je dis d'abord parce que les gens là-bas, ils travaillent. Il faut qu'ils continuent à travailler. On leur donne du travail. Moi, les 4, 5, 10 personnes que je fais travailler, ça fait vivre 50 personnes à côté, qu'on fait travailler, pardon. Donc, c'est important. Et puis, vous établissez une relation avec ces gens-là qui devient autre qu'une relation simplement de Spulkae qui va là-bas et qui va rencontrer des gens. Voilà. C'est à nous de nous adapter. Eux, ils s'adaptent un peu à nous. On est là pour faire le chemin des deux côtés. On est là pour faire le chemin. Moi, la première fois que je suis allé dans le sunnique, que j'ai travaillé notamment dans Zapalar, j'ai eu énormément de difficultés parce qu'ils ont leur propre langue. Ils ont le balbal, comme ils appellent ça, et c'est assez compliqué. Alors eux ne me comprenaient pas, et moi je ne les comprenais pas, parce qu'il y a des tas de mots, machin. Et maintenant, ça marche très bien, parce que chacun a fait un pas vers l'autre, ils commencent à comprendre les mots que moi j'emploie. Moi, j'ai appris les mots qu'eux emploient, même si c'est pas des mots d'un arménien académique, etc. Je m'en fous, le principal, c'est qu'on se comprenne et qu'on puisse parler ensemble. Voilà. Pour moi, c'est la relation la plus importante pour nous, pour nos missions à nous, quelles qu'elles soient, les leurs, tout ça, c'est des missions très bien, mais si on n'a pas ce rapport avec les hommes, c'est pas la peine. Enfin, voilà. Ovig Mangalichan, est-ce que vous avez une anecdote justement sur cette relation avec les habitants ou avec les jeunes sur place? Oui, bah moi, il y a une histoire qui me revient souvent en tête, c'est vraiment l'hospitalité des Artsakhi, c'est pas un mythe, c'est vrai. Je me rappelle, c'était en 2021, on avait réalisé 2 projets simultanés en Artsakh et en Arménie. Et un soir, après les djambas, voilà, on mange ensemble entre participants, on se balade un peu en ville et on était allé au monument de Babik Mamik. Et il commençait à se faire tard et on devait rentrer et il y avait pas beaucoup de voitures qui passaient. Et il y avait un camion de CRS juste en bas du monument. On s'est dit, bon, on va aller voir, on va leur parler. Et en fait, il faut savoir qu'en 2021, il y avait presque pas de touristes qui rentraient en Artsakh, mais nous, on avait eu la chance de pouvoir y accéder. Et en fait, quand on est allé voir ces policiers-là et on s'est présenté, ils ont vu qu'on était des touristes, on est de France, ils étaient super contents. Et quand on leur a demandé, est-ce que vous pouvez nous déposer, ils nous ont dit, mais bien sûr, tout ça. Et on s'est retrouvé à 15 participants dans un camion de CRS à rentrer à la maison. Et donc, je sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un en France, moi, ça m'est jamais arrivé. Et c'est vraiment pour parler de leur hospitalité. Et des cas comme ça, il y en a eu plusieurs fois où on est en ville, on cherche un taxi. Quelqu'un qui passe, venez, je vous dépose, on veut donner de l'argent, non, je vous ai rendu un service, je suis pas taxi, moi, et c'est des choses comme ça, vraiment, leur hospitalité, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup marqué. Dans vos discussions à tous, alors j'ouvre le truc, qui veut prendre la parole, prendra la parole, mais comment est perçue la diaspora? Comment ils voient cette diaspora arménienne? Est-ce que c'est quelque chose un peu d'immatériel ou est-ce qu'on vous dit non mais il faut venir ici, habiter ici, il n'y a que ici? Enfin, comment sont perçus au-delà de l'association de vous? Comment est perçue la diaspora? Je pense que la diaspora est... Enfin, je veux pas tirer une image de la diaspora unique. Non, il n'y a pas une seule diaspora. Il y a 10 millions de diasporiques, mais non, mais je pense que juste les Arméniens, quand ils ont d'Arménie, et quand ils ont une image de la diaspora, c'est vraiment de toutes les diasporas arméniennes du monde. Mais je pense que depuis la guerre, il y a de plus en plus ce sentiment chez eux qu'il faut peut-être qu'on fasse plus, et ils ont raison. Qu'on vienne vivre là-bas, que voilà, enfin, qu'il y a un peu plus d'engagement de notre part. Je pense que c'est un peu comme ça qu'ils le perçoivent. Et puis même quand on parle aux habitants, voilà,
ils aimeraient bien qu'on reste un petit peu plus, quoi. Donc voilà, et puis enfin voilà, comme tu le disais, il y a une hospitalité qui est assez incroyable là-bas. Donc en fait, ils vont forcément bien accueillir le fait que des Arméniens de la diaspora viennent sur leur terre ancestrale pour aider, et voilà, quoi, comme pour leur donner le sentiment, en tout cas, qu'ils sont pas oubliés, et que voilà, nous de notre côté, même si 11 mois de l'année, voire plus pour certains, on est dans un autre pays que l'Arménie, on n'oublie pas d'où on vient, et notre engagement. Est-ce que Moi, c'est vraiment de la reconnaissance que je vois. En fait, il faut se dire que des fois, on va dans des localités où les gens n'ont même pas vu la capitale de leur pays. C'est des gens qui sont jamais allés à Yerevan. Enfin, moi, par exemple, j'habitais à Alfortville, je me vois pas dire je suis jamais allé à Paris. Pour eux, c'est plus ou moins ça. Bon, les distances sont beaucoup plus grandes, mais enfin, il y a des gens qui ont jamais vu la capitale, donc encore moins vu de Sputka. Et donc, quand on arrive, pour eux, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Enfin, moi, des fois, les jeunes en une semaine s'attachent à nous quand on repart, et les larmes, tout ça. Et quand je vois qu'ils viennent, qu'ils veulent qu'on leur signe des choses, qu'ils se prennent en photo avec nous, des fois, je me demande, mais j'ai rien fait en fait. Mais pour eux, c'est quelque chose d'énorme. Pas encore une star de cinéma. Pas encore, et je pense pas le devenir, mais enfin voilà, c'est vraiment quelque chose. Ils sont vraiment très reconnaissants, très très reconnaissants. La plupart, ils ont jamais vraiment connu de vacances ou quoi, donc. Ils sont vraiment très très reconnaissants envers nous, et bon, oui, si ça tenait qu'à eux, on resterait aussi sur place, si ça tenait qu'à nous aussi. Et voilà, c'est vraiment une continuité qu'on veut mettre en place, parce que c'est vrai qu'avant on faisait un projet l'été et on se rendait compte que pour la continuité, ce serait mieux d'en faire plusieurs. Donc c'est pour ça que maintenant on a aussi commencé les éditions d'hiver. Et si ça tenait qu'à nous, on ferait même des choses trimestriellement, mais bon voilà, il y a la logistique, il y a les fonds à lever. Mais voilà, ils sont vraiment très reconnaissants à chaque fois qu'on se rend sur place. Alors, je vais plutôt m'adresser maintenant à Terriculture et à IO. Est-ce que, comme vous dites, ça fait maintenant presque 15 ans que IO est présent en Arménie. Est-ce que vous êtes retourné voir les chantiers que vous aviez faits il y a quelques années, voir où ça en est? Est-ce qu'ils tiennent toujours? Est-ce qu'il y a des besoins de refaire encore? Comment ça se passe? En gros, c'est toute la question du suivi. On vient, on participe à un endroit, et est-ce qu'on repart? Comment ensuite on suit ce qui se passe sur place? Quand on organise la mission de l'été, une des étapes de concrétiser la mission de l'été, c'est un moment de se rendre en Arménie, entre février et avril globalement, pour aller dans le village, discuter avec le maire, confirmer la maison, confirmer le besoin, confirmer les sous, confirmer un tas de trucs. En fait, l'idée c'est pas de prendre juste un billet aller-retour pour France-Arménie pour aller voir ce village-là, c'est aussi d'en profiter pour faire un backup et de voir les villages des années précédentes. Et donc oui, on va voir les projets des années précédentes, mais pas tous clairement. On n'arrive pas à tous les voir. En fait, il y a un moment où, quand on a des projets répartis sur les 10 dernières années qui sont répartis dans toute l'Arménie, il y a la distance. En fait, on sait pas faire quoi. Aujourd'hui, nous, en tout cas, avec notre structure, notre budget, réellement, on ne sait pas aller voir tous les villages de ces 15 dernières années. Et par contre, peut-être un exemple d'une belle réussite que vous avez pu revoir? Je parlais de Chenavan 2021, dans la région du Lori. C'est un projet qui a duré en 2021 et 2022, où il y a eu 2 projets différents sur place, qui consistait à rénover une salle de sport et une salle de danse, une salle de sambo, pardon, et une école maternelle. Donc, répartie sur 2 années en gros. Et en fait, on a créé un lien hyper fort avec le village sur place, notamment avec le maire sur place. Et effectivement, quand on va en Arménie aujourd'hui, quasi amicalement, on doit aller dans ce village-là, mais c'est plus de l'amical que de l'associatif ou de la raison professionnelle. Donc, et là, effectivement, on se rend compte que en fait, c'est hyper propre encore. L'entretien, c'est indispensable derrière. Effectivement, aujourd'hui, nous on injecte de l'argent pour rénover quelque chose.
Mais je crois que c'est aussi important pour les auditeurs de comprendre qu'effectivement, voilà, mais derrière, il faut de l'entretien, de la maintenance. L'investissement, entre guillemets, paye sur la durée, que les équipements servent et continuent de servir. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'aller dans un village qui prend au sérieux vraiment le projet. Et la personne qui reflète le mieux cela, c'est le maire du village. Et c'est lui qui va un peu donner cette aura de attention, il y a des gens qui ont donné de l'argent dans ce village-là pour rénover d'autres salles de danse. J'invite tous les villageois à prendre soin de ce bâtiment-là, quoi. Donc ça dépend beaucoup du maire, l'aura que dégage le maire, et du coup qui le dégage sur le directeur de l'école, et qui lui-même le dégage sur les enfants, etc. Il y a toute une aura qui doit être là. Gilles, dans le suivi des opérations de terriculture, alors peut-être peut-être au-delà de l'Arménie, oui, c'est un peu au-delà de l'Arménie. Bon, il y a des pays où on va. Pour le moment, on ne peut plus aller. Jean Rakessab en Syrie, c'est un petit peu compliqué d'y aller. On a 5 maisons, dont une qui loge des Arméniens, dont une est un musée d'ailleurs. On a des jardins, on a des vergers. Bon, il y a quelqu'un là-bas qui s'en occupe. À une époque, on y allait régulièrement. Là, maintenant, depuis quelque temps, c'est un peu compliqué. On va voir si ça calme un peu, si on va pouvoir y retourner ou non. À Saint-Adé, en Iran, on y va parce qu'en Iran, on est bien reçu, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais bon, c'était un très gros projet qui a été, d'ailleurs, il y a eu une rénovation qui a été faite par l'Iran, il n'y a pas longtemps. Donc là, par contre, en Arménie, moi, je ne suis pas à l'origine de l'association. J'ai été pris en cours de route, et en cours de route, on m'a mis directement, comme je suis dans le bâtiment, on m'a mis à l'entretien des bâtiments. Donc j'ai commencé par ça. J'ai commencé effectivement par faire la tournée des bâtiments. Je suis allé à Gogalan, je suis allé à Brno-Nalabank, je suis allé à Tatev, je suis allé un peu partout. Et pour justement entretenir ces bâtiments. Parce que c'est compliqué de demander aux gens d'entretenir, d'abord parce que, tout au moins avec les anciens, ils n'ont pas cette culture de l'entretien extérieur. À l'intérieur, vous avez toujours quelqu'un qui va venir donner un coup de balai, etc. Et tout ça, il n'y a pas de problème. Par contre, tout ce qui est autour, ça, c'est... Voilà, je pense que c'est l'héritage communiste, c'est pas à nous de le faire, c'est à la ville, donc nous on fait rien. Alors les herbes folles qui poussent, etc., il faut le faire quand même, il y a un minimum. Maintenant, tout doucement, on arrive à force de discuter avec eux, à force de leur montrer qu'effectivement on fait ça pour eux, c'est pas pour nous qu'on fait ce truc-là, c'est pour eux. Là, par exemple, on rénove une chapelle à Mirak. Mirak, c'est un petit village qui est à côté d'Abalan, qui est peuplé d'Yézidis. Très bien d'ailleurs, qui vivent en autarcie, ils ont leurs bêtes, ils ont leurs trucs et tout. On a rénové une petite chapelle magnifique, le coin est superbe, il y a une petite école qui est en haut de la colline qui a plus de professeurs que d'élèves. Derrière il y a un petit lac où les gens viennent, c'est vrai en plus, les gens viennent pêcher puis faire un pique-nique le dimanche, etc. Mais là les gens entretiennent, et ce sont des yézidis. Voilà, donc ce qu'on obtient avec les yézidis, qui ont leur propre truc de culte un peu plus loin, ils le font. Donc c'est bien que nous, on arrive effectivement à leur demander gentiment, etc. Mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais il faut qu'on y arrive. Après, il y a un problème de compétence. On ne peut pas demander aux gens de monter sur le toit pour enlever les herbes. Faut être réaliste aussi, quoi. Je veux dire, il y a un minimum, il faut quand même être conscient de ça. Mais tout doucement, on y arrive. Tout doucement. Oui, puis on a des chances sur le suivi de vos actions. Est-ce que vous gardez le lien ensuite pendant toute l'année ? Bien sûr, et des fois c'est même compliqué de garder le lien, parce qu'en fait les enfants s'attachent tellement à nous qu'en permanence ils nous écrivent, ils attendent de nos nouvelles, alors vous revenez quand, et des fois c'est un peu dur pour nous de suivre aussi, mais on essaye de répondre au maximum à ces jeunes-là. Quand on va en Arménie, on essaye de les revoir, parce que des fois on ne repart pas dans les mêmes localités, mais on essaye un maximum de les voir et de faire des projets en suivi avec eux. Enfin, on travaille avec de nouveaux enfants, mais on essaie de travailler aussi avec les mêmes parfois. Et en général, même les écoles dans lesquelles on allait, des fois on a encore des contacts avec les anciens directeurs, les anciens professeurs, les anciennes dames de cantine, et même les habitants avec qui on a côtoyé. Même des fois on a parlé 1 ou 2 fois, mais on s'est échangé les contacts, et jusqu'à maintenant on se parle toujours, quoi. Alors maintenant on va faire un peu de fiction, mais parce que chaque association est quand même tenue par ses moyens, son organisation, etc. Mais qu'est-ce que vous auriez envie de faire dans l'avenir pour encore améliorer les choses ? Est-ce qu'il y a des activités, des projets que vous voudriez nouveaux mener à bien, peut-être pas cette année, mais les années prochaines, etc. Allez. T'as peut-être plus une idée que moi. Mais... Est-ce qu'il y a des régions d'Arménie où vous voudriez aller, que vous n'avez pas encore été Ouais, en fait, on pense que la région du Chirac, c'est une région
intéressantes à développer et à développer en fait. Il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup d'organisations, d'ONG, il y a le gouvernement, faut pas l'oublier, il y a aussi le gouvernement qui doit aussi un peu bosser. Donc en fait, on est quand même beaucoup en Arménie à essayer de faire plein de choses. Et aujourd'hui, nous, on constate que la région du Chirac, c'est pas forcément la région dans laquelle il y a beaucoup d'aide. On sait par exemple que dans la région du Tavouche, le conseil départemental du 92 est bien implanté, ils ont une ferme, il y a quand même pas mal d'argent qui est injecté. On sent qu'il y a quelque chose quand même sur place. Mais du coup, à l'inverse de d'autres régions ou d'autres villages, un peu moins. Donc on est parti a priori pour rester un tout petit peu dans le village, dans la région du Chirac. Pour le moment, le tremblement de terre a fait mal là-bas quand même à une époque. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui le Chirac n'est pas la région la plus riche d'Arménie. Donc région du Chirac en stratégie peut-être dans notre association. Alors, le Chirac, c'est une région absolument importante et qui effectivement est traversée de plein de problématiques. C'est une des régions où l'exode a été la plus importante vers la Russie. On a des villages entiers qui sont peuplés que de femmes parce que tous les hommes sont partis travailler en Russie, donc qui se retrouvent avec d'autres problèmes. Donc il y a tout un cheminement. Le Home, un centre de la mère et l'enfant à Khourian, qui est absolument extraordinaire, qu'il faut aller voir. C'est plein de choses comme ça. Terriculture, est-ce que vous avez déjà des projets autres dans les bagages? On a des projets qui nous sont présentés notamment par l'Œuvre d'Orient, qui nous a beaucoup aidés pour le moment, notamment sur Merdi, et qui j'espère va aider, qui ont même ouvert un bureau là-bas en Arménie, un peu comme nous. Oui. Nous aussi on a une dans le Sunnique d'ailleurs, je crois. Pardon? Dans le Sunnique, ils ont ouvert un bureau également. Non, pas spécialement. Ils sont un peu partout. Ils sont à Yerevan et tout ça, mais justement, je les ai rencontrés là quand j'y suis allé au mois de juin. On a fait la tournée et eux-mêmes nous proposent des projets. Donc c'est important. Un caravansérail, une église, enfin différents trucs et tout. Et j'aimerais bien qu'on essaie d'aller plus loin avec eux. Alors après, eux, effectivement, il faut qu'ils trouvent ces budgets, parce que ce sont souvent des gros budgets. On est allé voir, par exemple, le caravansérail de Selim, qui est un truc énorme. Donc ça présente un budget faramineux. Je rebondis sur ce que vient de dire Narek, mais je vous ai déjà pas posé la question, mais comment le gouvernement arménien intervient à vos côtés là-dessus? Est-ce que pas grand-chose, un petit peu le ministère de la Culture, mais pour vous donner des autorisations, parce qu'on pourrait penser que pour développer le tourisme, pour développer les activités, le gouvernement aurait des budgets pour justement rénover des pièces qui pourraient demain servir d'attraction touristique. Depuis le temps que je travaille là-bas, pour le moment, j'ai touché absolument même pas un copec, que ce soit de la région, des villes ou du gouvernement. Le gouvernement se fout de nous. Et je vais même dire quelque chose. Quand j'étais allé en Artsakh voir la ministre de la Culture, c'est tout juste si elle ne m'a pas retourné le truc. C'est-à-dire qu'il fallait que ce soit moi qui lui dise merci, qu'elle me laisse travailler en Artsakh. J'ai quand même un petit peu été choqué pour ça. Bon, non seulement elle me... Non, c'est normal. C'est normal d'être choqué. Oui, c'est normal d'être choqué. Donc voilà. Mais, et là, par exemple, je prends le chantier de Donzapalar, où on y va depuis 12 ans. L'année dernière, je suis allé voir le maire de Cabane, c'est lui le responsable du maire, etc. Et je lui ai dit, voilà, depuis 12 ans qu'on travaille là-haut, je dis, je vous ai jamais rien demandé. Il m'a dit, non, c'est vrai. Je dis, je vous demande pas d'argent parce que je sais que vous m'entendrez pas. Il m'a dit, oui, c'est vrai aussi. Mais je dis, est-ce qu'au moins vous pouvez nous aider un peu pour les matériaux? Et il nous a fourni le sable, le ciment et la chaux. Bon, c'est la première fois qu'on a ça, de la part d'un organisme gouvernemental. Alors il y a effectivement des entreprises locales qui nous aident un peu, qui nous aidaient ou qui nous aident encore, mais sinon au niveau gouvernemental, on n'a absolument aucune aide. Effectivement, au ministère de la Culture, ils essayent de nous aider au mieux parce qu'ils nous connaissent, mais bon, il faut qu'ils fassent leur travail aussi, je veux dire. Il faut qu'on présente des plans, il faut qu'ils acceptent, ils font leur travail. Mais c'est vrai qu'ils nous aident quand même un petit peu dans la mesure où ils nous facilitent quand même un peu le travail. Voilà. D'accord. Mais sinon, au niveau gouvernemental, non, rien du tout. D'accord. Alors le gouvernement, et j'allais dire aussi l'église, les Chméatines... Zéro. Zéro aussi. Alors 0 plus 0 égale... Excusez-moi. Ouais. J'ai travaillé à Sanaïn, par exemple, à la demande du ministère de la Culture. Le ministère de la Culture m'a demandé d'aller travailler à Sanaïn. Je suis allé travailler à Sanaïn sur un des Tankalan qu'il y a, machin, et ils avaient nommé une entreprise pour faire des rénovations sur l'église, d'accord, sur l'église principale.
Mais c'est une entreprise de maçonnerie. Je veux dire, les types, ils n'ont aucune notion de ce que c'est la pierre. Des pierres magnifiques qu'il y avait sur la toiture qui étaient en bon état. Il fallait juste les enlever, enlever les herbes, etc., remettre tout ça en place et tout. Les fêtages qui étaient sculptés avec des bas-reliefs et tout. Les mecs, ils ont tout foutu à la poubelle. Il y avait une dame qui était là-bas, qui s'appelait Dikin Sohrak, qui s'occupait de ça, qui était malade, qui devenait malade. Mais j'ai dit, faut appeler Etchmiadzin. Elle a écrit à Etchmiadzin. Elle a envoyé je ne sais combien de lettres. Etchmiadzin n'a jamais envoyé personne. Et ça s'est fini comme ça. Ils ont fini par faire le bâtiment. Excusez-moi, je suis vraiment très maladroit. Et ils ont fini par faire ce bâtiment qui ressemble vraiment à un toit d'usine. Voilà. Ils ont mis des pierres. Voilà. C'est donc pour dire que ce soit Etchmiadzin. Depuis le temps, à chaque fois, quand on demande des autorisations au ministère, on demande aussi à Etchmiadzin. Je n'ai jamais vu une personne d'Etchmiadzin qui est venue voir ce qu'on faisait. Donc c'est un peu frustrant, quelquefois. Voilà. Ovig, les projets, est-ce qu'il y a si vous aviez, dans le meilleur des mondes, est-ce que qu'est-ce que vous aimeriez faire? Dans le meilleur des mondes, on aimerait retourner en Artsakh. Et après, ça c'est vraiment dans le meilleur des mondes. Et sinon, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'adapte vraiment aux situations. Donc on a quelques modèles précis de ce qu'on fait. Mais après, c'est vraiment à la demande et à ce qui se passe sur place, en fait. On s'adapte vraiment à ce qui se passe sur place. Il y a quelques années, par exemple, jamais je me serais dit que le projet Ergil ou le Nord-Silent, en général, on allait distribuer des bonbonnes de gaz. Sinon, depuis qu'on a commencé les éditions d'été, à l'époque, on ne se disait pas qu'on allait commencer les éditions d'hiver. Donc, on s'adapte et pour l'instant, il n'y a pas... on n'a pas encore pris de décision et... On a notre modèle classique où on sait plus ou moins ce qu'on va faire et après c'est selon la situation, selon les besoins qu'on s'adapte, quoi. Écoutez, on arrive maintenant au terme de cette émission. Je voudrais peut-être vous donner une petite carte blanche à chacun. Si vous aviez un message à faire passer à qui vous voulez, que ce soit des donateurs si vous cherchez de l'argent ou à des bénévoles si vous en voulez, etc. Quel message vous adressez à nos auditeurs et qu'est-ce que vous pourriez leur dire ? Non, mais du coup, oui, en effet, aux donateurs, voilà, nous, on a un engagement qui est à l'année, mais que c'est un engagement qui ne mène à rien si on n'est pas soutenu aussi derrière. Donc, c'est un message d'abord pour remercier tous les donateurs qui nous soutiennent, l'association AYO et toutes les associations d'ailleurs qui œuvrent pour l'Arménie. Donner un contact, donner une adresse pour que les gens puissent vous contacter s'ils veulent continuer. Le site internet, par exemple. Alors oui, sur le site internet de AYO Asso, donc ayoasso.org. Donc voilà, il y a un lien pour vous rediriger et faire un don et ce sera très bienvenu et on vous en remercie. Ouais, non, je rejoins Romain et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure là, c'est que effectivement l'Arménie c'est pas une fois par an ou une fois tous les 5 ans, c'est un peu tous les jours et pour faire le lien avec les dons, il y a l'option donateur mensuel, on peut faire des dons tous les mois et pas qu'une fois si on s'en souvient par chance parce qu'on a reçu un lien par chance aussi. Non, donc on invite les donateurs qui seraient intéressés à vraiment à nous suivre de manière mensuelle, donc à faire des dons mensuels et c'est ça qui va nous permettre de comme dans toutes les associations, je parle au nom finalement de toutes les associations, je pense d'avoir une visibilité. Du coup, vu qu'on sait que c'est mensuel, on sait qu'à la fin de l'année on aura a priori au moins X dons, et alors que le ponctuel c'est compliqué à s'organiser avec du ponctuel. Ouais. Gilles Kasparian pour Terriculture. Terriculture, on a tous le même souci, c'est le problème des donateurs. Encore que nous, on a la chance d'avoir 2 associations françaises importantes qui nous aident un peu. Il y a l'Œuvre d'Orient et la Guilde du Raid. C'est déjà la Guilde du Raid. D'ailleurs, on le fait grâce à la Guilde, le Pont de Chigawa, pardon. On le fait grâce à la Guilde du Raid. Moi, ce que je voudrais dire, simplement, je voudrais que les gens comprennent, parce que quelquefois on me pose la question en me disant, est-ce que ça a encore un sens de rénover des monuments ? Oui, c'est une moi question. je réponds oui, ça a même encore plus de sens maintenant qu'avant. Et en plus dans le sunnique. Pourquoi dans le sunnique ? Parce que dans le sunnique, tout le monde sait que les Azéris ont l'œil dessus, puis que dès qu'ils vont pouvoir, ils vont attaquer. Heureusement que les Perses sont là, les Iraniens sont là pour nous défendre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les monuments, il faut se rendre compte, nous sommes mortels, on passe. Les monuments, c'est notre mémoire. Sans ça, regardez ce qu'ils ont fait au Nakhitchevan. Ils ont effacé toute notre mémoire. Ça, c'est dramatique. Dramatique. Ça, on s'en rend pas compte, on mesure pas. Ils ont 1500 Khachkars qui sont partis, je ne sais combien de tombes, je ne sais combien de maisons, des églises, etc., qui ont été détruites, qui ont été transformées en cailloux. Ça, c'était notre mémoire. Nous, la seule mémoire qu'on a, c'est celle-là. C'est celle des monuments.
nous, en tant qu'exilés, en tant qu'expatriés, nous, la mémoire qu'on a, comme je vous disais tout à l'heure, c'est les images jaunies de nos parents, et c'est tout. Mais eux, ils ont cette mémoire-là. Et qu'est-ce qu'ils ont commencé à Chouchi? L'église, ils ont commencé à la démonter déjà. Voilà, c'est dramatique. Et on sait très bien que le jour où ils vont rentrer dans le sunnique, parce qu'un jour ou l'autre ils vont venir, si personne ne les empêche, je vois pas qui va les empêcher, certainement pas les Arméniens, je pense qu'ils vont commencer déjà par détruire l'église qu'on est en train de faire. Mais qu'est-ce qu'on fait? On baisse la tête, on dit amen. Voilà, donc c'est ça que je voulais dire, c'est très important. Ne croyez pas que c'est pas important, c'est notre mémoire à nous, c'est la mémoire de l'Arménie. Le jour où on impose ces monuments, quand ils seront tous détruits, ce qu'ils sont en train de faire de partout, ce qu'ils sont en train de faire en Artsakh, ce qu'ils ont fait en Nakhitchevan, ce qu'ils feront ailleurs, ce qu'ils feront en Arménie, voilà, il n'y aura plus d'Arménie, ça veut dire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ovig Mechan, pour vous, un message? Non, je voulais remercier les donateurs, moi aussi, parce qu'on a beau avoir des bénévoles, on a beau la volonté de mener des projets, s'il n'y a pas de dons, s'il n'y a pas d'aspect financier, on ne peut rien faire. Donc vraiment remercier les auditeurs, également tout ce qui est région, département, les collectivités, voilà, cherchez le mot, les collectivités locales qui nous soutiennent avec les subventions, même le CCAF Sud qui nous a déjà soutenu auparavant. Donc sans tout ça, nous ne pouvons pas réaliser ces projets-là. Donc c'est des projets menés par nos associations, mais qui sont menés, j'ai envie de dire, par tout le monde en fait, parce que sans les donateurs, on fait rien. Et voilà, donc si vous voulez faire un don pour le Nouvelle-Zélande, pour le cas, il y a notre lien. Et sinon, vous pouvez envoyer un chèque à notre siège social au 17 rue Bleue, Paris 9e. Bah écoutez, très bien. Je crois que ceux qui nous ont écoutés ont vu qu'ils pouvaient aller cet été en Arménie ou les étés prochains en Arménie de manière très différente. Et en tous les cas, s'impliquer dans des projets, de beaux projets. Je remercie Narek Setrak et Romain Abdalian pour AYO. Gira Kasparian pour l'organisation Terre et Culture et Ovig Mugurdichan pour la FR Norsellund. Et j'espère que ça vous aura donné l'envie d'aller en Arménie et d'y aller peut-être autrement. Merci à tous. Bonne semaine, mais je vous donne pas rendez-vous à la semaine prochaine, puisqu'à partir de la semaine prochaine, nous commençons nos programmes de rediffusion de l'été et donc je vous donne rendez-vous à la rentrée au début du mois de septembre. Merci à tous, au revoir. Merci.